Bonjour chers amis, encore une fois, je vous remercie d'être parmi nous sur Henkel Media et de continuer à vous informer grâce à nos invités qui partagent les plus récentes informations dans le domaine à titre d'entrepreneur ou de dirigeant. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'entretenir avec l'ancien Premier ministre du Nouveau-Brunswick, avocat et depuis mars 2022, PDG d'Espace Canada, M. Brian Gallant. Bonjour Brian, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est le fun de vous voir. C'est plus que le fun d'ailleurs. On s'est rencontrés lors du rassemblement du Cercle économique du Nouveau-Brunswick en juin 2018 où j'ai été marraine, présidente d'honneur et conférencière. Et j'ai eu comme un coup de cœur pour vous parce que vous aviez des valeurs tellement humaines, tellement accessibles. Puis vos idées, les causes qui vous interpellaient, j'ai trouvé ça intéressant et on a gardé contact depuis 2018. Puis je me disais, il faut qu'un jour on le découvre, qu'il passe sur Henkel Media, mais surtout pour parler du avant, pendant votre élection et après. Donc ça risque d'être intéressant. Je vous remercie de l'avoir accepté parce que je voudrais que les gens comprennent, vous avez rêvé d'être Premier ministre depuis l'âge de 15 ans. Pas rien là. Puis à 32 ans, en 2014, vous avez été nommé Premier ministre du Nouveau-Brunswick. Comment vous avez vécu cette nomination et quel était votre mandat? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et revenant en 2018, quand on s'est rencontrés, je vais vous dire que vous êtes bien gentil, tout ce que vous avez dit, mais vraiment, c'est moi vous donner des éloges. Vous étiez tellement inspirante la soirée, donc on s'est rencontrés. Et je me rappelle très bien, vous étiez non seulement inspirante, vous faisiez ça avec la sagesse, l'élégance, l'humour et l'humilité. Et je peux vous dire que toute la salle, moi inclus, on était tellement charmés de votre présence en Acadie. Alors, merci d'être là et merci pour les années depuis. Reste en contact et merci pour l'invitation. Alors, j'ai à l'âge de 15 ans, comme vous avez mentionné, décidé que je voulais devenir Premier ministre du Nouveau-Brunswick, que j'allais prendre ce poste-là. Et vraiment, le début, c'était à l'âge de 10 ans. Moi et ma famille, on a vécu des temps difficiles financièrement et j'avais vu l'impact que ça avait sur mes parents, sur mon frère, ma soeur, moi-même, évidemment. Alors, en raison de ça, il y avait une passion qui a commencé à se développer. Et c'était à l'âge de 15 ans que j'ai rentré un peu plus dans la vie étudiante. Je faisais la politique étudiante, j'étais le représentant de ma classe, le représentant de mon année, tout ça. Et à un moment donné, je me dis, hey, je veux vraiment aider des familles qui passent à travers des temps difficiles, comme moi j'ai vécu, et même des gens qui passent à travers beaucoup plus que nous. Alors, pour mettre en perspective, c'était pas facile, là, mais il y en a que c'est bien pire que ça. Et je voulais aider des personnes comme ma famille qui passent à travers des temps difficiles. Alors, à l'âge de 15 ans, parce que je faisais la vie étudiante, la politique étudiante, je me dis, eh bien, ça pourrait être la politique. Et à l'âge de 15 ans, je n'en savais pas beaucoup. Mes parents, je pense, à voter, puis c'est à peu près tout, leur implication dans la politique. Alors, je commence à faire de la recherche, puis j'ai me dit, moi, je pense que ça va prendre l'éducation, puis ça va prendre l'éducation postsecondaire, puis ça va prendre des appuis qui viendraient des provinces. Alors, je vais devenir Premier ministre du Nouveau-Brunswick. Alors, les gens disent, hey, vous avez devenu Premier ministre à un âge assez jeune, relativement parlant. Oui. Mais je l'ai dit, ça m'a pris 17 ans quand même. Tout à fait. J'ai décidé à 15 ans, ça m'a pris 17 ans. Mais c'est ça, vision, travail, persévérance, c'est ça que ça prend, et d'avoir un objectif. Donc, vous êtes la preuve, mais vraiment la preuve vivante de ce que ça veut dire que de pouvoir, à travers notre vécu, avoir un objectif et l'atteindre. C'est ce que vous avez fait. Et je vais simplement ajouter que une chose que si j'étais à refaire, une chose que je ferais différemment, c'est j'ai décidé un poste, j'ai décidé la position, mais j'aurais dû dire je veux concentrer sur l'impact de faire une différence, d'aborder les inégalités. Et Premier ministre, ça pourrait être une des façons que je fais ça. Mais moi, j'étais tellement fixé sur le poste. Sur le poste. Alors, ça m'a très bien servi de l'âge à 15 à 32 ans,
Mais une fois, et on va en parler, je suis certain, mais une fois que j'avais réalisé le rêve d'avoir cette opportunité d'essayer de faire une différence, d'avoir un impact à travers la politique sur les inégalités, là, je ne savais plus quoi faire. Ça a pris de la réflexion pour venir à la conclusion que c'était l'impact que j'étais en train de viser et non le poste même. Mais justement, c'est pour ça qu'une de mes questions, c'est comment et qu'est-ce que vous auriez voulu changer pendant ce mandat-là? Votre objectif, on le connaît, la volonté que vous aviez pour les inégalités jusqu'à aujourd'hui, on y reviendra, mais qu'est-ce que vous pensez avoir peut-être changé pendant ce temps-là? Bien, j'espère que j'ai su avoir un impact positif sur les choses donc, que je pense qui vont aider à aborder les inégalités. Alors pour moi, ça a toujours été l'éducation. Oui. Et une chose que j'ai réalisée sur la route à devenir premier ministre, et même davantage quand j'étais en poste, c'est lorsqu'on se dit, OK, c'est les inégalités que je veux vraiment essayer d'aborder, et là, peut-être on a un autre niveau, puis on dit, OK, mais pour moi, c'est l'éducation qui est clé. Mais là, je commence à réaliser qu'il y a vraiment besoin d'une approche holistique. On a besoin de réaliser, puis moi, évidemment, j'étais très chanceux parce que j'étais en train de réfléchir, c'était mon emploi, hein, c'était mes responsabilités de réfléchir sur le leader, ceci. c'est ça. Hein? Justement. Alors, hein, il faut faire croître l'économie pour avoir les ressources, pour aider ceux et celles qui ont peut-être moins de chances d'aller en éducation. Il faut aborder les déterminants de la santé pour que les gens soient capables d'aller poursuivre leur éducation ou aller à l'école, puis être capables de concentrer. Il faut aborder la santé mentale, il faut aborder les défis pour ceux et celles ayant un handicap, qui essayent de poursuivre leurs études ou qui essayent de poursuivre leurs possibilités. Alors, ce n'était pas que l'éducation. Justement. Le fait de réfléchir à l'éducation vous a amené à voir l'ampleur du travail à faire et à coordonner. Justement. Et je peux ajouter, lorsque j'étais en campagne pour devenir premier ministre, et là, une fois comme premier ministre, je peux vous dire que les changements climatiques, protéger l'environnement, ça rentre en jeu et on voit que les inégalités, malheureusement, nuisent un peu à nos efforts pour essayer d'aborder les changements climatiques. Et en effet, les changements climatiques sont en train d'avoir un impact sur nous tous, évidemment, mais même davantage sur ceux et celles qui sont dans des positions inégales. Alors, tout ça, c'était des réflexions incroyables. Et je suis tellement chanceux, privilégié d'avoir eu la possibilité de réfléchir et de vivre ces genres de dossiers. Mais pour moi, c'était les inégalités qui étaient le tout début. Le plus important. Et encore aujourd'hui, la passion est encore là. Oui, mais on le voit d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, je voulais justement que nos téléspectateurs, nos auditeurs et auditrices vous découvrent, mais comprennent aussi ce que ça veut dire que de rentrer en politique, mais aussi d'en sortir. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler de l'après. On sait qu'en 2018, vous n'avez pas gagné la confiance de l'Assemblée législative. Comment avez-vous vécu, en fin de compte, cette défaite? Parce que c'en est une. Oui, absolument. C'est pas facile, évidemment. Une chose que les gens ne réalisent pas, n'importe qui se présente en politique, n'importe qui est en poste, c'est très difficile. Et peu importe quel parti, peu importe leur perspective, leur situation, c'est pas facile. C'est difficile, c'est des longues heures, il n'y a personne qui te remercie. Mais il y en a beaucoup qui donnent leurs conseils, leurs suggestions, leurs préoccupations et bien sûr leurs critiques. Alors, émotionnellement, ça peut être difficile. C'est beaucoup de sacrifices de temps pour toi-même, mais aussi pour la famille, les amis. Alors, mais au même temps, c'est une possibilité, des possibilités de faire une différence sont tellement énormes que ça vaut la peine, selon moi. Cela dit, je pense que si j'étais pour encourager des personnes à se présenter, moi j'étais chanceux parce que je l'ai fait à 15 ans, mais c'est de savoir pourquoi qu'on le fait. Bravo. Et je peux vous dire que, il y a beaucoup de choses que ça aide, parce que ça va aider lorsque les temps sont difficiles. Parce qu'on va se rappeler, mais là, je fais ça parce qu'il y a quoi qui me passionne. Hein? C'est plus grand que moi, en fait. Justement. Et on va continuer même lorsque c'est très difficile, lorsque c'est des longues heures, des sacrifices. La deuxième chose, lorsque j'ai devenu premier ministre, il y a tellement de choses qui viennent à toi. Il y a tellement de problèmes, des défis, des feux à éteindre, des demandes. Et regarde, on est dans une situation privilégiée d'avoir tout ça, mais malgré que c'est une situation intéressante, ça fait en sorte qu'on peut perdre vue de pourquoi on faisait ça. Puis si on n'est pas discipliné de focuser exactement sur pourquoi on voulait faire ça, si on n'avait pas déterminé pourquoi on l'avait fait, si on n'est pas concentré sur nos buts et notre mission de l'avoir fait,
on va se perdre là-dedans. Et je pense, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont élues, que c'est des bonnes personnes. Oui, mais... Ça prend 2-3 ans, puis là, ils réalisent, hey, je suis tellement juste concentré sur les choses de jour à jour, les feux à éteindre, que je ne suis pas en train de faire les grandes choses que j'aimerais, qui me passionnent, que je pense qu'il va vraiment délivrer l'impact que je veux créer. En vous entendant, ça me fait tellement penser au rôle de l'entrepreneur, le leader. C'est vrai, parce que des fois, on est entrepreneur, on arrive et on rêve de changer les choses ou de contribuer, mais on finit par rentrer dans les opérations. On finit par faire vraiment le hands-on, comme on dit dans tous les jours, puis on perd complètement la vision du pourquoi on s'est lancé en affaires, pourquoi on a créé quelque chose. Et c'est important ce que vous dites. En fin de compte, ça s'applique à tout. Vous savez bien que on se relève d'une élection. Donc, on a une campagne qui a quand même été marquée par des moments difficiles, je dirais, pour des gens qui ne sont pas habitués. Moi, je suis au Québec depuis 32 ans et je me dis, c'est rare quand j'ai pu voir autant de violences verbales, violences physiques. Comment votre regard aujourd'hui à vous, Brian, sur la démocratie? Est-ce qu'elle est en danger? Est-ce que le désintéressement aujourd'hui et le fait qu'il y a de moins en moins de respect pour toute institution, est-ce que vous pensez qu'on peut parler de démocratie en danger? Tout d'abord, je veux remercier les personnes qui se présentent. Oui. Comme on vient de mentionner, c'est très difficile. Et lorsqu'on a une personne qui gagne leur siège, ou une personne qui devient premier ministre, ou une personne qui va avoir n'importe quel poste en politique, on a souvent 3, 4, 5, 6 personnes qui ont perdu. C'est vrai. Alors, pour revenir à votre point tout à l'heure, la défaite en politique, c'est inévitable. Oui. C'est vraiment, oui. ça fait partie de l'expérience. Et qu'est-ce que j'ai essayé de faire en 2018? Et je suggère aux gens qui se présentent, qui n'ont pas le succès, disons, électoral, de concentrer sur ceux qui ont gagné en expérience et aussi d'avoir de la gratitude. Et la journée que je savais que j'allais pu être premier ministre, la journée que mon gouvernement allait tomber à l'Assemblée législative, j'ai concentré mon message avec les médias et les néo-brunswickois sur l'idée que j'avais de la gratitude pour avoir été premier ministre pour 4 ans. J'avais de la gratitude pour être chef de l'opposition. J'avais de la gratitude pour être député, représenter ma communauté. Et au lieu de concentrer sur l'idée, hey, je vais me faire arracher le poste de premier ministre, non, je ne vais pas concentrer sur ça. J'ai été donné 4 ans d'être premier ministre et toutes d'autres expériences. Alors, ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Pour la démocratie, je les remercie parce que j'espère qu'on peut encourager les personnes à se présenter. Mais c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de doute que la démocratie est plus fragile aujourd'hui qu'elle était il y a quelques années. Je pense ici au Canada. C'est mondial. C'est ça. C'est mondial. Ici au Canada, on a des institutions un peu plus fortes, selon moi, que la moyenne, disons, mais quand même plus fragiles. Et qu'est-ce que ça fait? Je pense qu'on va encore avoir la démocratie pour bien longtemps ici au Canada, mais je pense qu'on ne va pas nécessairement avoir les résultats qu'on aimerait. Je ne parle pas des résultats électoraux, on parle des résultats de nos gouvernements, de nos représentants, parce que lorsqu'on est en train de les minimiser, lorsqu'on est en train de ne plus croire dans nos institutions, lorsqu'on n'a plus confiance dans les personnes qui nous représentent, bien, on est en train de faire en sorte qu'il y a moins de personnes qui vont se présenter, il y a moins de choix, il y a moins de personnes qui ont peut-être les expériences vraiment nécessaires, une perspective nécessaire, qui vont dire oui, je veux me présenter parce qu'ils voient que les institutions ne sont pas respectées, ils voient que les personnes qui se présentent ne sont pas respectées. Et ça me fait peur parce que je pense que ça va mener à des moins bonnes décisions comme société. C'est vrai. Et on a besoin des bonnes personnes pour toutes les perspectives, tous les partis politiques, tous les niveaux de gouvernement. On a un système, est-ce qu'il y a des failles? Oui, mais on a un système quand même qui a un élément qui fonctionne assez bien, c'est de se débattre, de discuter pour prendre des décisions. Est-ce que vous pensez qu'on débat assez? Oh, il n'y a pas de doute qu'on débat assez, mais moi, qu'est-ce qui me fait un peu peur, c'est, et je pense que c'est les médias sociaux qui créent cette situation, c'est on est beaucoup plus polarisé qu'auparavant. Et je pense, si on regarde les partis politiques, si on regarde les gouvernements, dans le passé, je pense qu'il y avait un peu plus de flexibilité pour dire, regarde, ce gouvernement-là, parti politique-là, politicien, politicienne-là,
je suis d'accord avec eux. Mais- 7 sur 10, hein? C'est 7 ça. sur 10 sur la décision, je suis d'accord. Les 3 autres, je ne suis pas d'accord, mais quand même, je vais les appuyer. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Là j'ai l'impression qu'en raison des médias sociaux, qui vont vraiment propager les 3 sur 10 que vous vrai. n'êtes pas d'accord. C'est vrai. Parce que là, il y a des algorithmes qui vous comprennent très bien, puis ils savent qu'est-ce qui va, qu'est-ce que qui vous va- allez cliquer qu'est-ce qui dessus, va puis booster. exactement, Tout qu'est-ce à que fait. vous n'aimez pas, puis qu'est-ce qui Oui. fait un peu un feu chez les médias sociaux. On est Concentré. exactement, puis on est poussé à concentrer par les médias sociaux sur ces 3 sur 10-là. Alors là, on a l'impression que le premier ministre, le gouvernement, la politicienne, on n'est pas d'accord avec eux du tout parce qu'on voit juste le 3 sur 10. Effectivement. Et ça fait qu'on n'est pas nécessairement prôné, on n'est pas aussi ouvert de trouver des compromis. Et je disais aux gens, une anecdote, que lorsque j'étais premier ministre, j'avais un appartement à Fredericton. Et en passant, juste une petite blague à côté, lorsque j'ai devenu premier ministre, on avait de la segmentation. Ma famille, moi, je suis personne qui était vraiment politique, ma famille a tout venu. Puis, je me rappelle très bien, on a été chez la lieutenant de gouverneur pour une réception. Et juste avant la sermentation, la famille parlait puis ça disait Brian reste où à Fredericton? Parce que là, il reste à Shediac Bridge, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il dit ma mère, mon père, il y a un appartement, là, il a loué l'appartement. Puis là, quand c'est arrivé chez la lieutenant gouverneur, ma famille disait là, comment ça qu'il reste pas juste ici? Il y a de la place en masse, il y a des chambres, il y aurait de la place pour lui, comment ça? Moi, ça fonctionne pas exactement comme ça, mais avec cette dit, je peux vous dire que l'idée d'avoir des personnes qui se présentent pour les bonnes raisons fait en sorte qu'on va avoir des différentes perspectives, mais on peut être respectueux en même temps. Oui. On peut mener à des meilleures décisions parce qu'il va y avoir des débats, il va y avoir plus d'imputabilité. Oui. Et je pense que, selon moi, si on peut encourager ça, les institutions vont avoir petit par petit un peu plus de respect. Mais tout ça pour dire que, pour revenir à l'idée que c'est polarisé, lorsque j'étais à Fredericton dans mon appartement, je sortais et je gardais les journaux qui étaient à terre, qui étaient à la porte des gens qui y restaient. Et je lisais les titres, je regardais les photos, je lisais un peu le premier paragraphe de l'article. À un moment donné, après probablement 6 mois, peut-être même 1 an de faire ça, de plus passer quand j'allais à l'ascenseur puis lire les journaux juste rapidement comme ça, je me dis, hey, si tout ce que je savais de mon gouvernement, que moi je suis premier ministre, que j'étais informé par ces journaux-là, par ce journal-là, par les médias que je vois, je ne voterais pas pour mon gouvernement. C'est fou, hein? Et ça dit de quoi, hein? Parce que là, évidemment, moi, je ne voterais pas pour mon gouvernement, je fais le mieux que je pouvais pour avancer les choses qui étaient prioritaires. Alors, voir ça puis dire, hey, je ne voterais même pas pour moi-même, je ne voterais même pas pour mon gouvernement, c'est tout ce que je savais de notre gouvernement, c'était qu'est-ce qui est sur ces titres-là puis sur ces photos. La perception. Alors, les médias sociaux, ça l'empire parce qu'au moins, les journaux, il y a quand même des lignes directrices pour les journalistes. Alors, imagine en plus, lorsque les médias sociaux, ça ouvre tout, puis n'importe qui peut faire n'importe quoi. Les algorithmes qui posent des choses qui sont plus controversées parce que c'est ça, malheureusement, qui semble avoir de l'attraction. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, durant votre année sabbatique ou juste après l'année sabbatique, vous avez été quand même pas mal courtisé, je le sais parce qu'on s'en est parlé, par plusieurs médias, et vous avez accepté d'être présent, de donner vos opinions, justement, sur une chaîne qui, c'est la zone économie, justement, de Radio-Canada, et à l'émission Power and Politics de CBC. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire comprendre ou faire entendre autant aux personnes politiques qu'aux citoyens? En réflexion, après avoir sorti de la politique, je me disais, OK, pour décider mes prochaines étapes, je me disais, qu'est-ce que j'aimais de ça? Qu'est-ce que j'ai pas eu beaucoup de? Qu'est-ce que je veux apprendre? Beaucoup de réflexion pour essayer de décider quel projet entreprendre. Et je suis venu à plusieurs réalisations, mais une chose, puis j'étais un peu surpris, c'est je me dis, hey, être premier ministre, être politicien, chef de l'opposition aussi, on a une opportunité de se faire entendre sur des sujets importants. C'est vrai. Et ça, là, c'est un privilège, là. Comme, pour moi, c'est, il y a un sujet qui est difficile, des décisions à prendre, des choses qui sont importantes.
et on peut y réfléchir, on peut faire notre recherche, lire, penser à tout ça, écouter des personnes, appeler des gens, des discussions pour mieux comprendre. On est en train d'apprendre, on est en train d'appliquer nos valeurs. Pour passer à l'action. Et c'est ça. Et là, par la suite, on a l'opportunité de dire aux gens de notre province, notre pays, le monde, on a la possibilité de leur dire, voici qu'est-ce que moi j'en pense. C'est ça. Voici les valeurs que j'applique à cette décision, à cette question. Voici qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire. Et ça, là, c'est spécial. Et malheureusement, on tient ça pour acquis quand on est là. Et quand on est dedans. C'est ça. Quand on est dedans. Exact, exact. Et une fois qu'on est sorti, là, je me dis, hey, ça, là, c'est un privilège. Ça, c'est quoi? Donc, j'aimais beaucoup l'exercice pour moi-même. J'aimais l'exercice d'apprendre, d'appliquer mes valeurs, de me questionner un peu et par la suite d'avoir la possibilité de peut-être influencer la société, ma communauté, ma province. C'est ce que vous souhaitiez refaire à travers les médias. Et justement. Alors, lorsque j'ai eu les possibilités d'être sur des médias, je me dis, hey, ça ne sera pas la même chose, mais je vais avoir des occasions d'essayer d'influencer un peu, dire aux gens qu'est-ce que j'en pense. Et la deuxième raison que j'ai dit oui, c'est parce que j'ai une perspective, je pense, d'avoir vécu comme politicien les hauts et les bas et de savoir un peu comment ça fonctionne en arrière-scène. Et j'aime de croire que j'amène cette perspective lors des entrevues. C'est bien. Et j'essaie de le faire pour tous les partis. Tous les autres partis, oui. C'est ça. Tout à fait. Évidemment, lorsqu'on a des questions qui sont plus sur le fond, sur la substance, honnêtement, je suis pas en train... parfois, je ne sais même pas ce qu'était la position du Parti libéral, donc je représentais au Nouveau-Brunswick. Mais je suis convaincu la plupart du temps, lorsque je vais dire mon opinion, ça tombe dans ces valeurs-là. Bien normal. Mais j'essaie toujours de dire, hey, je me rappelle bien que pour M. O'Toole, je disais, hey, j'essaie d'expliquer aux gens, lui, il essaie de naviguer un caucus qui va un peu plus à la droite, puis lui, il essaie d'amener ça au centre pour l'élection, puis il dit, c'est pas facile pour lui, puis j'essaie de dire qu'est-ce que je pensais qui arrivait en arrière-scène. Et ça, c'est de quoi, donc, on ne parle pas souvent. Oui, c'est vrai. À revenir à notre point, on n'a pas beaucoup de sympathie pour les politiciens. On n'est pas vraiment en train de dire ça doit être difficile pour lui parce qu'il essaie de naviguer ça. Alors, j'aime amener une perspective. C'est bien, mais votre regard, c'est ça que je trouvais intéressant aussi. C'est vraiment votre regard de l'intérieur, le vrai leader, mais aussi confronté à une multitude de décisions qui deviennent tout aussi importantes les unes que les autres. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, puisqu'on est en plein là-dedans, est-ce qu'à un moment donné, vous souhaiteriez retourner en politique? Je dis aux gens qui me demandent, ils sont bien gentils de me demander, je dis aux gens qui me demandent, je l'espère que non, j'espère vraiment que... Mais vous ne savez pas. Mais on ne sait pas. Puis, regarde, je suis très, très passionné par le service public et par le gouvernement et les politiques publiques. C'est très important et je veux y contribuer. Oui. Alors, j'aimerais croire que je fais ça, mais évidemment, à travers d'autres occasions. Alors, pour moi, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont se présenter. On ne dit jamais non, mais... on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais vraiment, c'est vraiment pas dans les cages du poste pour être comme, on ne sait pas 2 semaines après, j'annonce que je me présente. Mais c'est vraiment là... Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, il y a d'autres choses que vous faites. D'ailleurs, on va y arriver. Oui, justement. Il y a des... On l'a dit, vous avez des préoccupations sociales. C'est ce qui a fait que vous avez sauté dans la politique et que vous souhaitiez être Premier ministre. On sait que les dirigeants d'entreprises, les citoyens, des gouvernements font face à d'énormes enjeux à propos des inégalités et de la répartition de la richesse. Mais malgré votre retrait de la politique, vous êtes encore concerné par ça. D'ailleurs, vous en parlez, vous souhaitez attirer l'attention autant des politiciens que des citoyens. Quelles sont vos plus grandes préoccupations, Brian, pour l'instant? Il y en a 3, puis ils sont très, très interreliés. On en a discuté déjà. Les changements climatiques, les inégalités et la cohésion sociale. Ils sont très interreliés parce que les inégalités causent la cohésion sociale qui est vraiment, selon moi, à une place très difficile. Et si les gens ont l'impression que le système n'est pas là pour les appuyer, comme on en vient de discuter, ils ne vont plus avoir confiance dans les institutions. Et s'ils n'ont pas confiance dans les institutions qui essayent très fort de faire une différence et d'essayer de combattre les changements climatiques, d'avancer l'égalité, ils vont avoir plus de misère parce que les gens ne leur donnent pas de confiance, ne leur donnent pas leur vote. Pas voter, mais le vote, oui. Et bien sûr, les changements climatiques, c'est genre un résultat de ces 2 défis-là. Et c'est probablement le plus grand défi qui fait face à l'humanité.
Mais je ne pense pas qu'on peut parler des changements climatiques sans parler de ces deux défis-là aussi, là, des inégalités et de la cohésion sociale. Les changements climatiques vont amener, sur le plan géopolitique, beaucoup de changements. Il y a l'immigration, les migrations aussi de population, le manque aussi au niveau des ressources alimentaires, de l'accessibilité aussi à trouver des produits comme on le fait aujourd'hui. Déjà, on était en pandémie, on a vu ce que ça a donné. Donc, je pense que c'est une préoccupation qu'il faut adresser. Et bien sûr, ce sont les plus démunis qui vont payer toujours le plus haut prix. Est-ce que vous pensez qu'il y a, je vous ai demandé vos préoccupations, mais est-ce que vous pensez qu'il y a espoir? Est-ce que vous pensez qu'on peut, et encore basé sur votre vécu, qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être précisément? Parce que vous l'avez bien dit, j'ai voulu attaquer l'éducation, mais je me suis rendu compte qu'il y avait toute voilà, tout un pan aussi de différents secteurs qu'il fallait aussi considérer en même temps. D'après vous, s'il y avait un conseil que vous pourriez donner à nos premiers ministres, mais aux politiciens en fin de compte, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Quelques conseils. Alors, la première chose, c'est il faut discuter de ces défis-là ensemble. Là, je dirais que... Quand vous dites ensemble, on parle du changement climatique, les mais toutes les provinces ensemble. Non, mais je parle de comment les défis-là sont interreliés ensemble. Hein, parce que s'il y a quelqu'un qui est juste en train de dire, ben, regarde, on veut aborder les inégalités, mais il n'aborde pas les changements climatiques ou la cohésion sociale, et tous ces trois défis-là sont tellement holistiques et ensemble. Alors, ça, c'est une chose. Je dirais aussi que je l'ai vécu. Mais oui. Faites qu'est-ce que vous pensez qui va être pour le mieux à long terme. Et je dis pas, j'essaie pas d'être naïf, là. Moi j'ai été là, je comprends très bien que c'est bien beau de parler des efforts qu'on veut mettre de l'avant pour combattre les changements climatiques dans 5, 10, 15 ans, mais là on a une élection qui vient dans 2 ans, on a un sondage qui sort dans 3 mois, et je comprends très bien ces dynamiques-là. Mais cela dit, selon moi, on ne va pas regretter, une fois sorti de la politique, qu'on a visé à long terme. Et honnêtement, j'aimerais croire que j'ai fait ça, mais avec perspective, je pense qu'il y a quelques items que j'aurais pu me dire, non, regarde, on va faire parce qu'à long terme, je sais que c'est la bonne chose. J'aurais peut-être fait quelques dossiers un peu différents. Donc, vous vous êtes laissé un peu influencer, ce qui est tout à fait... ça arrive. Puis c'est normal, parce que le court terme, le court terme est à ta porte. Hein? Tout à fait. Le court terme est toujours à ta porte. Tout à fait. Et le long terme, c'est dehors, puis c'est très loin. Puis moi, j'aimerais ça entendre parler, mais c'est un très bon point que vous amenez, Brian, parce que je pense que beaucoup de citoyens ou citoyennes aimeraient entendre parler de où on va dans 10 ans, qu'est-ce qui nous attend ensemble, comment on prépare ça. On sait que ça va être difficile, mais on s'attend à ce que nos gouvernements nous préparent ou nous disent qu'on y réfléchit ensemble. Regarde, c'est très intéressant, parce qu'une chose que je dis en réaction de ça, c'est souvent les gens, avec la dynamique que je viens de dire, souvent les gens vont dire « Ah ben là, ça n'a pas de bon sens, un politicien qui fait quoi qu'à tout court terme, parce qu'il y a une élection, parce qu'il y a un sondage, tout ça. » OK. Ben, mets en perspective pour les gouvernements. Et je dis pas, encore une fois, je donne le conseil de penser à long terme, je ne suis pas en train de défendre, mais je trouve que les gens aient de la sympathie un peu pour réaliser la complexité de tout ça. Les pressions à court terme, ça vient d'où? Ça vient du public. Exact. Alors, le public même qui est en train de dire, ben là, comment ça qu'ils font ça? Ben, c'est peut-être pas vous. C'est peut-être pas vous qui mettez la pression là, mais il y a quelqu'un qui met de la pression comme ça. C'est vrai. Alors, parfois, j'encourageais les personnes, et je dis pas ça pour dire, ah ben là, si tu veux chialer, comme on dit le père chez nous, là, présente-toi. Je dis pas ça comme ça, mais je dis plutôt des personnes qui ont des opinions fortes, des personnes qui veulent voir du changement, trouver des façons pour essayer de l'encourager, de l'influencer. Et s'il y a plus de personnes qui feraient ça, la pression que les gens ressentent, ça pourrait changer un peu les dynamiques. Alors ça, c'est un. Oui. Une chose aussi que je dirais, c'est regarde, s'il y a une élection dans 1 an, il y a quelqu'un qui prend une décision, la bonne décision, très important. À long terme, c'est la bonne décision. Mais ils prennent la décision, puis là, 1 an plus tard, ils sont plus au gouvernement, ils ont perdu, puis le prochain gouvernement renverse la décision. On n'est pas mieux placé. Là. Et encore une fois, je ne défends pas l'idée de ne pas faire ça, mais c'est ce qui se passe, mais c'est la réalité. Hein, oui, justement, tout à fait, c'est la réalité. Des politiciens essayent très fort d'instaurer du changement qui va durer. C'est ça. Et donner un peu de patience, si les gens pourraient donner un peu de patience à elle. En fin de compte, ce que vous dites, Brian, c'est peu importe le parti,
peu importe qui va être au pouvoir ou qui est au pouvoir, lorsqu'une décision a été prise pour et par les citoyennes et les citoyens et qu'elle est bénéfique, de reconnaître ça et de ne pas changer à chaque fois juste pour changer, mais plutôt peut-être d'améliorer ou de... C'est ce que vous dites, c'est d'accepter que, oui, les idées même de partis qui sont autres que le nôtre peuvent être bonnes aussi, peuvent apporter du plus. Voilà. Justement, et je pense que les gens qui aimeraient de voir des actions qui sont plus axées sur le long terme, de s'impliquer. Oui. Et tout de suite, je pense, encore une fois, un peu les médias sociaux, parce que ceux et celles qui sont impliqués sur les médias sociaux, c'est ceux qui sont déjà pas mal partis pris. Oui. Et ils font ça parce qu'ils essaient d'avancer un agenda. C'est ça. Ce ne sont pas des personnes qui se disent, regarde, moi, je ne suis pas vraiment en politique, mais moi ça, c'est important, alors j'aimerais en discuter. Et souvent, les personnes qui prennent plus de place, oui, ils essaient d'influencer pour leur propre désir. Agenda. Ouais, agenda, tout à fait. Et l'autre chose pour dire, revenir à ta question, je pense qu'on devrait avoir un peu d'espoir. Et je dis un peu, et je m'explique. Il faut. C'est ça, ouais, il faut. C'est numéro 1, il faut. Il faut. Il faut. Numéro 2, si on était pour se mettre 10 ans passés sur la question des changements climatiques, on en parle beaucoup tout de suite. Oui. Puis il y a des choses qui ont été faites. Les gens vont dire pas assez, puis je suis d'accord, il y a d'autres choses à faire, mais il y a quand même eu, je pense, un momentum très important lors des dernières 10 ans. Oui. Moi, lorsque j'avais devenu premier ministre, ça faisait peut-être un an, je ne sais pas, en l'Assemblée législative, dans les médias, je disais, hey, voici les défis donc je suis concentré dessus, c'est les changements climatiques, c'est les inégalités, puis pour le Nouveau-Brunswick, c'est une population vieillissante. Tout à fait. Et ça, puis les gens étaient comme, ça, c'est vraiment nos défis, puis ça, c'était 7 ans, 8 ans passés, alors les choses ont beaucoup changé, je pense, tout le monde a accepté que ce sont des défis. D'ailleurs, je crois que ça m'amène à vous poser la question de votre rôle actuel, votre mandat actuel. Vous avez été nommé je pense, PDG de la nouvelle, c'est une nouvelle association industrielle. C'était en mars 2022, c'est ça? Et ça s'appelle l'Association industrielle qui est dédiée à l'exploration spatiale et qui s'appelle Espace Canada. C'est quoi? Non, mais je vais vous dire un peu sur le niveau personnel. Hein, lorsque j'avais sorti du gouvernement, sorti de la politique, comme j'avais mentionné, j'étais en train de faire la réflexion et j'ai venu à la conclusion, comme qu'on a déjà discuté, je m'avais dit un poste. Comme je m'avais dit que je voulais devenir premier ministre, c'était ça comme ma mission, avec l'idée de faire un impact sur les inégalités. Tout à fait. OK. Mais là, le poste aurait dû être en deuxième. Hein? Exact. J'aurais dû dire, je veux avoir un impact sur les inégalités et premier ministre, ça sera une des façons pendant ma carrière, pendant ma vie que d'y arriver. Alors, lorsque je suis venu à la réflexion, ça m'a pris quelques semaines à venir à la conclusion, mais là, finalement, j'ai comme compris. Puis c'était étrange pour moi, à l'âge de 15 ans, là, je savais exactement où je m'en allais. Ouais, mais là, non. Puis là, c'était là, je me disais, je m'en vais où, là? Alors, par chance, j'ai fait ça, parce que là, j'ai eu des choses qui m'ont été présentées. Oui. Et je disais, non, peut-être, celui-là, je ne sais pas. Mais et là, ça, c'est parce que celui-là, c'est venu. Puis c'est très intéressant parce qu'il m'aurait demandé 20 ans passés, si quelqu'un m'aurait demandé, est-ce que vous serez en train de travailler comme PDG d'Espace Canada? Je lui ai dit, ben non, je pense pas. Je veux dire, moi, c'est les inégalités, c'est les grands défis. Non, là, c'est l'environnement. C'est ça. Et là, je viens d'avoir cette offre, si vous voulez, cette demande de faire partie du processus puis pour devenir PDG. Et je me dis, OK, cool, comme espace, OK, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est un secteur émergent, c'est innovateur, c'est aborder les changements climatiques, c'est aider les personnes avec les inégalités pour donner la connectivité partout autour du pays, au monde. Et justement, il y a une question environnementale, il y a une question environnementale de l'espace, si vous voulez aussi, c'est ça. Ouais. Et aussi, c'est la souveraineté, c'est la sécurité. Alors, vraiment, là, lorsque j'ai regardé, fait ma recherche pour voir c'était quoi les sujets qui allaient être impliqués à représenter le secteur spatial du Canada, et là, j'étais comme, wow, absolument. Alors, c'était vraiment comme cool parce que la réflexion m'a très bien servi parce que là, j'avais une opportunité que j'aurais vraiment eu une très différente réaction. Mais c'est nouveau. C'est nouveau, donc vous êtes en train de tout bâtir. Justement, oui. Alors, le secteur spatial, c'est un secteur émergent, c'est super cool. Et il y a des fonctions qui aident des Canadiens et Canadiennes à tous les jours.
Et en plus, pour les défis sociétaux et planétaires, ça va se passer par l'espace. C'est vrai. Ah oui, alors... On doit vous suivre là-dedans. Oui, c'est ça, mais je vais vous donner un exemple. Oui. Plus que 50% des variables qu'il faut analyser pour combattre et mitiger les changements climatiques, on va prendre ces ressources-là, on va prendre ces données-là de l'espace. Wow. Juste pour donner une idée. Alors, pour moi, lorsque j'ai venu... Donc, ça veut dire qu'on pourra réagir plus rapidement? Oui. On pourra voir venir aussi? Justement, et avoir plus de données pour mieux comprendre les impacts des changements climatiques et même pour réagir au changement climatique, mais aussi les événements comme qu'on a vu avec l'ouragan Fiona. Oui. Ben, ça va prendre de la connectivité de l'espace pour être capable de répondre à ces genres de défis-là et ces genres d'impacts-là. Alors, ça doit être tellement excitant. C'est super cool. Et honnêtement, j'aime bâtir. Il y a un peu comme ce que j'avais fait comme candidat à la chefferie pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick. C'est un peu, il faut s'organiser, il faut rencontrer les membres. Dans ce cas-ci, il faut rencontrer les intervenants du secteur, il faut mieux comprendre les enjeux, il faut écouter pour apprendre, donc j'adore. Il faut rassembler les gens, encourager la collaboration. Est-ce que vous pensez que tout votre parcours, même que vous étiez jeune, et tout ce que vous avez appris, va définitivement vous servir dans ce rôle qui est tout à bâtir, mais qui a un impact encore plus important puisqu'il est réel aujourd'hui? Vous parlez de l'environnement et de tout ce que ça peut contenir. Il n'y a pas de doute. Hein? La vie vous a préparé, en fin de compte. Il n'y a pas de doute. Puis encore une fois, si on se l'a demandé, là, si on l'a dit, hey, vous allez travailler en espace, puis être premier ministre, être en politique, être avocat, être en affaires, ça va vous aider à faire cette chose. Je vous aurais pas cru. Quel poste en espace que je vais faire ces choses-là? En terminant, dans les prochaines années, qu'est-ce qui va influencer vos prochaines réflexions, vos actions? Est-ce que vous avez des choses à partager avec nous dans un avenir proche? Oui, absolument. Mais une fois que j'ai sorti de la politique, je vais vous dire que j'ai fait beaucoup de réflexions, comme on a déjà mentionné. Et une des choses que j'ai conclues, c'est que j'étais tellement concentré sur ma mission de devenir premier ministre, de faire une différence sur les défis sociétaux qui m'inquiétaient, que ma vie personnelle, hein, la vie de famille, c'était un peu sur les côtés. Une fois qu'on travaille très fort pour devenir premier ministre, une fois qu'on est premier ministre, on y baille, hein, on travaille énormément fort pour essayer d'accomplir nos buts. Alors, je peux vous dire que depuis, mon épouse et moi, on essaie de commencer une famille, puis là, on est enceinte. Wow! Merci beaucoup. Félicitations, Brian, Merci parce beaucoup. que je sais que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et que ça fait plusieurs années. Donc, mes sincères félicitations de toute l'équipe, ainsi que tous nos auditeurs et auditrices. On vous dit félicitations et beaucoup de santé. J'imagine Brian avec un petit bébé dans les bras et je vous vois venir, mais je suis très heureuse parce que je pense qu'il y a un équilibre, il y a une sagesse maintenant chez Brian. Vous avez réussi grâce à tout ce que vous avez vécu, à savoir donner autant à la famille maintenant qu'à ce nouveau rôle que vous allez avoir. Et j'espère qu'on aura le bonheur, le plaisir de vous avoir encore une fois sur NKL Média pour nous raconter ce qui va se passer chez Space Canada. J'ai tellement hâte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci.